La série commence en expliquant que depuis le jour du renversement, une guerre des démons dure depuis plus de 100 ans, causant d'innombrables morts civiles et rendant la grande majorité des terres inhabitables. L'armée des démons est finalement repoussée jusqu'au front du brouillard, qui est essentiellement leur dernière ligne de défense. C'est le site sacré où les armes des ECA sont enchâssées, et la situation désespérée s'étend jusqu'au mont Jekin. Mais même dans cette situation, certaines vies restent inchangées, alors que nous voyons un homme se faire frapper par un autre qui lui demande si être un transcendant signifie tout. L'autre homme ne répond pas, mais dit seulement son titre, qui est Sentinelle, et son nom, Gaieté. Le type le frappe encore et encore, mais tout ce que Gaieté fait, c'est de répéter sa position et son nom. L'homme demande alors si les transcendants sont censés être exemptés de leurs devoirs militaires. Gaieté dit non, et l'homme lui dit que beaucoup de gens veulent sa peau parce qu'ils pensent qu'il n'a aucun bon sens. Et à partir de demain, il ne devra boire aucune eau, ni enlever son armure, ni même se reposer pendant son prochain service. S'il le surprend à paresser, il le tuera. Il ne devrait même pas penser à manger, dès son réveil, il doit se présenter à lui et rassembler tout le monde au camp, en leur indiquant précisément où aller. Quelque temps plus tard, nous voyons Gaieté se réveiller dans son lit, cette fois non chauve, comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Un homme ouvre son rideau, demandant s'il est enfin réveillé, mais nous apprenons aussi qu'il est maintenant de rang intermédiaire, et que l'armée des démons et la Fédération alliée sont dans une impasse depuis plus de 300 jours. Il se demande pourquoi il rêvait de ses jours de junior, disant que cette merde était un cauchemar. Il enfile son armure et saisit son épée, demandant qui était le premier de garde hier. Une autre personne de rang intermédiaire nommée Scully lui dit que c'était Maurice de la division de magie 2. Gaieté dit que ce salaud de nain ne sait jamais quand s'arrêter, et que l'officier de service aujourd'hui est Maoi. Il lui avait dit de ne pas quitter son poste, mais à l'aube, il est entré dans la caserne avec une torche et a réveillé tout le monde. Même si on laisse passer ça maintenant, les hauts gradés ne le feront pas. Scully est d'accord, et Gaieté dit qu'il devrait juste le mettre au coin, pour le faire réfléchir, car il ne peut pas le couvrir cette fois non plus. Il lui dit de lui donner la liste d'enrôlement, et une fois qu'elle le fait, elle mentionne que les écritures disent que ce groupe pourrait révéler le transcendant, et qu'ils peuvent les examiner attentivement. Nous apprenons que les transcendants sont liés aux 10 armes légendaires enchâssées dans le col du mont Jekan, faites de minerais des étangs, les armes des ECA. Ceux qui les retirent sont classés comme transcendants. Et selon le grand prophète Saint Vince, c'est seulement lorsque 10 transcendants se réuniront le même jour et à la même heure, et perceront le cœur du Seigneur démon, le dragon noir, que cette guerre brutale pourra enfin connaître la conclusion qui l'attendent tous. Gaieté demande si être un transcendant est un crime, disant qu'il est un épéiste. Alors pourquoi doit-il évaluer même la division de magie noire? Scully lui dit qu'ils ne peuvent rien y faire car il manque de personnel. Il explique que seulement 2 soldats ont réussi à retirer une arme des ECA et à devenir des transcendants, et que l'un d'eux est lui, l'épéiste, et l'autre est le mage Maurice. Il demande s'ils peuvent vraiment faire confiance à ce que dit Vince, et Scully regarde autour d'elle, paniquée à l'idée que quelqu'un puisse l'entendre. Il dit qu'il n'y a personne dans le bureau de toute façon, mais elle répond que leurs dates d'enrôlement correspondent, alors ils doivent y croire. Mais qui que ce soit qui soit choisi cette fois, elle espère qu'ils le traiteront bien. Même si un transcendant est choisi dans la division de magie noire, leur chef d'escouade est Aldrigne, donc c'est pitoyable. Car il a un méchant complexe d'infériorité envers les transcendants depuis le début. Gaieté y réfléchit, et au fait que les transcendants reçoivent un salaire 3 fois supérieur, un poste garanti après la guerre, et une statue sur la place, et il dit qu'il peut comprendre pourquoi. Elle lui dit alors de choisir quelqu'un avec un mental d'acier, car une rumeur dit que s'il y a un déserteur de plus sur le front principal, l'unité centrale sera divisée et répartie entre les fronts sudés. Il la traite d'idiote, demandant si c'est lui qui choisit le transcendant, car c'est l'arme qui les choisit. Et si une brèche est ouverte ici et qu'ils perdent le territoire, ils seront tous fichus de toute façon. Donc ça n'aurait pas d'importance. Elle rit, en disant que c'est vrai. Puis elle voit un homme, se demandant pourquoi il est là tôt pour une fois. Gaieté dit qu'il ne sait pas, et elle salue Uldrigne, et Gaieté fait de même. Mais il les ignore complètement. Il dit que ce n'est pas la première fois que ce salaud ignore ouvertement son salut, disant à Scully qu'il est temps de commencer. Un peu agacée d'avoir même pris la peine, elle dit « Oui, monsieur ». Ils se tiennent devant tout le groupe sur une estrade, alors que nous voyons l'escouade de magie noire prête à essayer de soulever une arme des ECA. Il dit que c'est peut-être parce que ce sont des volontaires, mais cet endroit est plein de gens inaptes car ils sont sur le point de s'effondrer. Il leur ordonne alors de se mettre au garde à vous, mais seulement quelques personnes crient. Il leur demande s'ils sont venus ici pour camper, et s'ils pensent que c'est l'âge d'or où ils pouvaient se promener avec leurs amis. Il crie, leur disant qu'ils doivent doubler, ou plutôt, tripler le volume des voix qu'il entend. Il hurle, demandant combien de fois il l'a dit. Il crie triple, et il leur hurle une fois de plus de se mettre au garde à vous, pendant qu'il hurle. Il dit qu'ils sont les volontaires pour l'entraînement territorial des mages noirs de la compagnie Lyéon. L'un d'eux retirera une arme des ECA enchâssée dans la montagne, et sera recruté comme transcendant pour rester dans cette unité. Il décide de se faire une idée de quiconque se démarque, alors il commence à observer le groupe. Il dit que même s'ils ne sont pas sélectionnés pour l'unité d'élite, sur la base de l'entraînement qu'ils reçoivent ici, ils seront envoyés à des endroits clés. Il repère le numéro 7, qui est la candidate la mieux classée, et dit qu'elle a l'air un peu naïve.
Puis il repère un véritable cauchemar ambulant nommé Xania, se demandant quel est le problème de ce type car ses yeux sont effrayants. Puis il repère un gros porc dégoûtant, disant qu'il reconnaît en fait sa famille. Les Beckenbourg sont devenus une grande famille de marchands à l'âge de la paix en traitant le cœur de chrome et en fournissant des accessoires à la famille royale. C'est la plus prestigieuse famille d'elfes noirs, mais aussi connue pour sa célèbre lignée paternelle, car chacun d'entre eux se ressemblait. Mais il peut voir que ses petits doigts potelés lui font mal, car ils sont violets à cause des accessoires trop serrés. Il leur dit alors à tous que l'instructeur qui se tient devant eux est l'avant-garde, et le chef de l'escouade de bataille décisive qui formera la force de frappe des 10 transcendants, et qui combattra à leur côté dans le donjon final. Ils sont tous surpris qu'il soit un transcendant, demandant si l'épée sur son dos est une arme d'ECA. Nous voyons enfin Maurice, et il leur dit à tous de faire passer les prospectus. Il s'avère que la nuit dernière, il chiait si fort que ça a réveillé Maoi, et c'est ce qui l'a rendu fou, parce qu'il a quitté son poste pour aller poser une bûche. C'est aussi un gnome. Il leur dit que si leur uniforme ne leur va pas, d'écrire la taille, ils le retourneront pour un échange, ou s'il y a autre chose sur la liste qu'ils doivent échanger. Le numéro 13 coche chacune des cases, et il repère son gros cul de porc, se disant que c'est l'un des soldats à problème que Scully a mentionné précédemment. Il commence à soupirer, et Guettet dit qu'il ne sait pas pour les rangs avancés, mais il peut certainement repérer les bons ariens et décide de les filtrer correctement. Aldrin s'approche alors, disant qu'il s'occupera lui-même de l'entraînement et de l'escorte des recrues. Guettet trouve ça surprenant, mais lui dit d'y aller. Alors que Aldrin les emmène tous, Scully dit que ce n'est qu'une ruse pour s'emparer du parchemin magique qui a été introduit en contrebande. Guettet dit qu'il devrait juste faire semblant de ne pas savoir. Il lui dit ensuite qu'elle doit aller se reposer, car l'escorte de la troupe est terminée, et elle peut enfin rattraper son sommeil. Elle dit, Dieu merci, car elle était sur le point de tomber raide morte, demandant si elle peut vraiment y aller. Il dit, bien sûr, puis la chasse, mais voit alors Maurice, terrifié, et lui demande ce qui ne va pas. Maurice commence à pleurer, et il lui dit de se ressaisir avant que Maurice ne se prenne un coup de pied au visage. Nous voyons un homme demander pourquoi ce nabo lui bloque la vue, puis il l'écrase au sol. Il dit qu'il a dormi comme une merde, à cause de lui la nuit dernière. C'est un chevalier seigneur de la compagnie Liyun nommé Jaga. Guettet dit qu'il va le tuer, mais Jaga répond qu'un gnome ne mourra pas pour ça. Il dit à Maurice de se lever, et il le fait. Il rit alors, disant à Guettet qu'il lui avait bien dit que ce gamin est plus solide qu'il n'en a l'air, puis il le frappe, en disant qu'il devrait regarder, parce que ce connard est debout. Guettet pose alors sa main sur sa poitrine, lui disant d'arrêter là. Jaga lui dit de le lâcher, lui rappelant qu'il est son supérieur, puisqu'il n'est que de rang intermédiaire. Guettet, cependant, dit que ça suffit, en lui disant d'arrêter. Jaga demande si ce salaud essaie vraiment de le défier, lui rappelant une fois de plus qu'il est son supérieur, et demandant s'il veut une autre cicatrice sur le visage. On voit Guettet paraître un peu timide. On a une explication sur toute cette histoire de prophétie mentionnée auparavant. Et maintenant, alors que la longue période d'attente commençait à s'estomper, lui et Maurice ont tous deux réussi à retirer des armes des cas, devenant ainsi des transcendants. Tout le monde était surpris car il pensait que ce n'était qu'une légende, et nous apprenons que la hiérarchie au sein des forces de la Fédération tout au long de cette guerre est à peine maintenue par le rang, avec avancé étant le plus haut, suivi de senior, intermédiaire, puis junior. Note à part, les réglementations capillaires diffèrent aussi d'un rang à l'autre. Mais, de plus, les races diffèrent tellement que l'ordre établi doit être encore plus rigide, et que l'illusion connue sous le nom de transcendant n'est rien de plus qu'un appât pour maintenir le contrôle, car une légende ne peut pas réellement devenir un rang officiel. Jaga demande s'il le couvre simplement parce qu'ils sont tous les deux des transcendants, lui demandant à nouveau s'il veut une autre égratignure sur le visage. Guettet le fixe du regard, puis la tension commence à monter jusqu'à ce que Scully crie après Jagger. Il se retourne en se demandant ce qu'elle veut. Elle dit que l'officier a ordonné à tous les commis de nuit jusqu'au rang de seigneur de se présenter immédiatement au bureau administratif car le décompte des lances était incorrect. Jagger réalise que c'est parce qu'il a foutu le bordel avec ça, et s'énerve, disant qu'il les reverra à la caserne. Il bouscule Scully, lui disant de dégager de son chemin. Elle demande si quelque chose ne va pas, et Guettet dit que c'est une ordure. Il levait la main sur eux si facilement quand il n'avait pas d'ancienneté. Mais même s'il hésite maintenant, sa personnalité est toujours merdique. Il demande à Maurice s'il va bien. Maurice lui dit qu'il a lancé un buff de défense avant, donc c'est supportable. Guettet dit que le fait qu'il soit venu jusqu'ici juste pour engueuler Maurice, c'est vraiment quelque chose. Scully dit qu'elle a entendu dire qu'il y a un magnate de 3e génération parmi les recrues, et il semblerait qu'il fouinait pour voir s'il pouvait récupérer quelques miettes. Il se rend compte que c'est le petit gros porcelet, disant que Jagger est déraisonnable par défaut même quand il n'y a pas d'erreur. Alors pourquoi Maurice en a-t-il vraiment fait une? Les transcendants doivent être particulièrement prudents car tout le monde ici a des complexes d'infériorité envers eux. Maurice s'excuse, mais Guettet dit que ce n'est pas la peine. Il a juste besoin de se concentrer pendant un moment. Puis Guettet lui demande pourquoi ça lui arrive si souvent. Il lui dit que c'est parce que ses intestins sont super courts car ce sont des gnomes, et comme ils sont petits, leur métabolisme est très rapide, et leurs cycles pour manger et évacuer sont environ 2 fois plus rapides que ceux d'un humain. De plus, leurs intestins sont fins, ce qui réduit leur capacité de digestion,
leurs organes sont sensibles, et 95% d'entre eux souffrent d'intolérance au lactose. Gaieté demande à ce que Lissy Maoi la réveille juste pour l'envoyer ici. Elle répond que oui. Gaieté dit qu'il n'y a pas une seule personne saine dépris dans leur unité. Il lui dit ensuite de finir et de rentrer, car il doit aller vérifier les baraquements des recrues maintenant. Il y va directement, alors que Ksania dévisage Swan. Elle se demande ce qui ne va pas avec lui, il n'arrête pas de la fixer au hasard et ça l'énerve, tout comme Aldring, qui sourit simplement parce qu'il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Il sourit parce qu'il leur a confisqué des cigarettes. Elle dit qu'il ressemble exactement au mec qu'il a dragué en boîte en prétendant être du quartier général. On voit qu'auparavant, alors qu'elle et son ami étaient au bar, un type s'est approché d'elle, leur demandant si elle voulait traîner avec eux. Elle s'excuse, disant qu'elles ont quelque chose à faire. Il dit qu'ils reviendront dans 5 minutes au cas où elle changerait Davis. Son ami lui demande pourquoi elle les a renvoyés, car son visage est plutôt pas mal. Elle dit qu'elle n'aime pas les mecs avec des yeux comme ça, et elle n'aime pas non plus son odeur. Son ami dit que si c'est ce qu'elle cherche, elle n'en trouvera pas parmi les elfes noirs, et qu'elle devrait trouver quelqu'un d'une autre espèce. Elle dit que c'est probablement ce qui arrivera, mais pour l'instant, les bons moments lui manquent. Aldring dit qu'avant le début de l'entraînement demain, il y aura une explication sur la vaccination contre le tétanos, donc ils doivent rester en attente. Swan a l'air effrayé, demandant s'il n'y a vraiment aucun guérisseur, car c'est la seule raison pour laquelle ils utiliseraient des vaccins contre le tétanos. Aldrin leur dit de rester ici jusqu'à l'arrivée de l'instructeur de relève. Après son départ, ils se regardent tous jusqu'à ce que Swan dise que c'est gênant. Une des autres femmes dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'il ne leur tienne tête que grâce à son ancienneté, et qu'il n'aurait rien dit s'ils s'étaient rencontrés en dehors d'ici. Quelqu'un lui dit de surveiller son attitude, et elle commence à se crier dessus. Swan dit qu'elle mette le bazar, et qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle soit dans le même sac qu'elle. Gaieté entre alors, et ils se mettent tous à fixer directement son épée. Swan a l'air un peu nerveuse, et le petit gros porcelet est endormi. Swan a l'air agacé d'être à côté de lui, se disant que ce type a inutile écrit sur le front. Gaieté se demande pourquoi il y a autant d'échanges d'uniformes de combat aujourd'hui, puis réalise que c'est le fait d'un seul homme, et demande de qui il s'agit. Le porcelet s'avance, disant que son horoscope du nouvel an lui a dit d'éviter les tonnerres et de rester près du bleu ciel. Il continue, et Gaieté lui dit d'arrêter de jacasser et de simplement le porter. Les gens commencent à se moquer du type, et il tremble de colère. Gaieté lui demande s'il ne va pas se rasseoir. Il se met à répéter arrêter avant de hurler, disant d'arrêter de le manipuler. La pièce devient très tendue parce qu'il crie sur son supérieur, et il le regarde avec une sorte d'incrédulité. Swan se dit qu'elle savait depuis le début que ce type était problématique, alors que Gaieté leur ordonne à tous de se mettre au sol. Ils se mettent en position de planche, et il dit qu'il laissera passer pour aujourd'hui. Mais si quelqu'un fait encore une connerie, il leur montrera ce qu'est le véritable enfer pendant toute la durée de leur séjour ici. Il hurle oui, tandis que le porcelet commence à transpirer rien qu'en tenant la pause. Il est clairement frustré. Le lendemain, c'est l'heure de leur vaccination, et c'est Scully qui s'en charge. Les gens se demandent juste pourquoi c'est une archère qui s'en occupe, et je suis d'accord. Où sont les guérisseurs? Maurice dit alors qu'il a reçu le vaccin, mais demande s'ils doivent vraiment faire ça. Gaieté lui demande s'il sait pourquoi l'employé du mess porte une prothèse de jambe bien qu'il soit un guérisseur et un elfe. Maurice répond que non. Gaieté dit que pendant la bataille de Pobeta, son mollet a été transpercé par une massue qu'un gobelin a balancée et qui avait des clous rouillés. Il pensait pouvoir réparer ça avec un sort de guérison, et voilà ce qui lui est arrivé. Le nombre de personnes qui meurent instantanément à cause des armes par rapport à celles qui meurent du tétanos à cause de coupures rouillées n'est en fait pas si différent. Maurice dit que cette merde est terrifiante alors qu'on voit qu'ils ont aussi eu leur vaccin. Gaieté dit que même l'archimage Bill Cross, dont toute la spécialité était les sorts de guérison, n'a finalement jamais pu vaincre le tétanos. Il entend alors beaucoup de bruit, se demandant pourquoi c'est si bruyant. Scully accourt, disant que le numéro 13 a disparu. Gates est agacé, réalisant que c'est ce gros porcelet de l'autre jour. Il dit qu'il n'y a pas tant de recrues, lui demandant si elle ne les supervisait pas. Et si ce n'était pas le cas, qui en était responsable? Elle dit que Jaga les a amenés ici depuis les baraquements, et qu'il a dit que le programme était retardé, donc de commencer par les vaccinations. Elle a essayé de lui répondre, mais il a dit que si elle recommençait, il la tuerait. Il dit que ça veut dire que Jaga a merdé, demandant si quelqu'un a vu où le porcelet est allé. Xonia lève la main. Putain de merde. Je croyais que c'était un mec. Swan dit, bien sûr, qu'elle l'a vu car elle ne ferme jamais les yeux. Puis Guide demande à Xonia si elle l'a vraiment vu. Elle utilise sa capacité, disant qu'en ce moment, il passe par-dessus cette montagne derrière eux. Il est juste surpris qu'elle puisse voir si loin. Ils regardent tous en arrière, réalisant que c'est la crête d'Eka, et il comprend exactement ce qui se passe. Comme c'est là que se trouvent les armes d'Eka, le porcelet se met à pleurer, disant qu'il a été choisi. Il a des seins. Il dit que le bâton de magie noire a été préparé pour lui, et que Gaieté n'agit de cette façon que parce qu'il est un transcendant. Et tous ceux qui se moquent de lui vont bientôt le regretter, et il va tous les faire taire car elle va définitivement l'accepter. Gaieté hurle, lui disant d'arrêter. Il se met à courir vers lui. Il dit que s'il touche ça, il peut perdre son bras, lui disant de partir de là tout de suite. Le porcelet lui dit que s'il bouge, il va la toucher.
Gaieté se fige, tout comme Maurice. Le porcelet lui dit que puisqu'il a restreint sa tenue, une ruse à bas prix pour lui mettre la pression et briser sa volonté devant tout le monde, il doit être en colère que son stratagème n'ait pas marché sur lui. Gaieté demande de quoi diable il jacasse, lui disant de revenir ici immédiatement. Le porcelet lui dit d'être honnête. Il se méfie juste de l'apparition d'un nouveau transcendant, héritier de la grande famille Beckenberg. Gaieté dit qu'il ne sait pas ce qui lui fait croire qu'il est un transcendant, mais qu'il a eu le score de base le plus bas de toutes les recrues. Il n'est même pas apte à être un simple soldat. Maurice dit que les capacités physiques et magiques de ce type sont au niveau de celles d'un gobelin. Gaieté lui dit que même si une arme reçoit une classification transcendante, elle ne peut pas être retirée sans un processus d'échauffement, lui ordonnant de revenir immédiatement. Le porcelet demande s'il essaie vraiment de le comparer à des normes de roturier et que les personnes exceptionnelles sont souvent rejetées. Et même ainsi, c'est le destin de l'élu de guider les imbéciles comme lui dans la bonne direction. Et aujourd'hui, il retirera cette arme et acceptera le destin qui lui a été donné. Gaieté hurle, lui disant de ne pas le faire. Alors qu'une aura violette commence à s'échapper de l'arme, elle passe à côté de son bras, le faisant se mettre à hurler. Alors qu'elle s'enroule autour de lui, il tombe par terre. Gaieté et Maurice accourent alors qu'il bave et pleure. Je crois que le gars est en plein délire. Maurice n'arrive pas à savoir si c'est un ORC ou un elfe. Gaieté lui dit qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils doivent descendre de la montagne immédiatement. Au pied de la montagne, on voit Aldrigne, leur disant à tous que la magie noire s'apparente à une malédiction. Elle applique des malus à l'endurance, la vue, la force mentale, etc. Et parmi eux, la fleur des malus de la magie noire. Aujourd'hui, ils vont s'entraîner à la résistance au brouillard sombre. C'est un sort très utile qui réduit la vue, la respiration et l'endurance. Mais comme c'est une zone d'effet, il s'applique aussi aux alliés. Donc, développer une résistance est leur objectif aujourd'hui. Swann regarde autour d'elle, ne voyant pas le port, et se dit que puisqu'il n'est pas là, elle peut respirer plus facilement. Aldrin commence à lancer le sort, leur disant à tous de vérifier leurs écharpes et de s'assurer qu'elles sont bien mises. Elle commence à dire sarcastiquement que c'est une idée d'entraînement novatrice de faire endurer ça aux elfes noirs dans une brume sombre, et ce n'est pas comme s'il allait être touché par leurs alliés de toute façon, car c'est une règle tacite de ne pas pointer son bâton vers les autres. Aldrin leur dit alors à tous d'enlever leur masque, et elle est surprise, mais obéit. Elle dit que ce n'est même plus l'ère de la Fédération alliée, et pourtant ils font toujours cet entraînement idiot, et ce n'est même pas de l'adaptation. C'est juste se le prendre en pleine face, ce qui ne permet même pas à la plupart des gens de développer une résistance de toute façon. Xania pète un câble et fonce droit sur Aldrin jusqu'à ce qu'il passe ses bras autour d'elle et l'étrangle. Aldrin leur dit à tous de chanter une chanson, afin qu'ils puissent garder leurs esprits. Swann est assise là, faisant de son mieux, et elle se dit que Aldrin n'a l'air de rien, mais qu'il est du genre à consolider sa position avec des actes diaboliques comme celui-ci. Et si elle est choisie pour l'arme dominante et reste ici, elle deviendra son assistante personnelle, ce qu'elle ne veut absolument pas. Mais elle ne sait pas vraiment si elle peut tolérer de travailler sous les ordres d'un type comme ça, car c'est le genre de personne qu'elle déteste le plus. Mais elle décide de l'endurer, car si elle est choisie par l'arme, tout ira bien. Car elle pourrait obtenir une promotion distincte et quitter cette unité. Et bien qu'il y ait beaucoup de failles, car le système a été créé à la hâte, elle pourrait peut-être en profiter. Aldrin dit qu'ils peuvent enfin quitter la grotte, et après qu'il l'ait fait, tout le monde a l'air soulagé. Elle se dit que contrairement à tous les autres qui ont des tas de motivations comme la vengeance, etc., elle n'en a aucune car elle était orpheline. Elle veut juste tenir le coup, gagner un peu d'argent, puis être démobilisée, et se la couler douce jusqu'à atteindre le grand âge de 500 ans. Ils aperçoivent alors Gaieté et Maurice et se demandent ce qui se passe, car cela signifie que ce gros porc s'est enfin fait prendre. Aldrin demande s'il est en train de mourir ou quelque chose du genre. Et avant qu'il n'explique, Scully dit qu'il n'y a pas de guérisseur à l'infirmerie, se demandant quoi faire. Il dit qu'il n'arrive pas à croire que les guérisseurs ne sont jamais là quand on a besoin d'eux, demandant à Maurice s'il peut faire quelque chose avec un sort de renforcement. Il lui dit que les sorts de renforcement et les sorts de guérison sont complètement différents. Il se tourne vers Aldrin, et Aldrin dit que sa spécialité, ce sont les malus, mais il suggère d'aller aux sources d'eau bénite pour trouver un guérisseur. Swann lève alors la main, disant qu'elle pense que cela peut être résolu avec la magie noire. Ils sont tous les deux confus, et elle dit qu'il semble qu'une créature maudite soit attachée à lui, causant un malus. Il semble que ce soit un tentacula, et bien qu'il prenne la forme d'énergie magique, c'est fondamentalement une créature, donc il devrait être possible de l'affaiblir avec un malus. Aldrin demande comment ils sont censés utiliser la magie noire sur une créature maudite, et qu'elle devrait arrêter de dire des bêtises. Gaieté, cependant, dit qu'elle n'a pas tort, et qu'il pourrait simplement essayer d'abord pour voir si ça marche, car c'est une urgence. Aldrin est confus, mais Gaieté dit que si ça ne marche pas, alors ils devront attendre les guérisseurs, et qu'ils n'ont vraiment rien à perdre à essayer. Swann demande le bâton des Aldrin, et il répond bien sûr. Elle s'approche du porc, et commence à réciter des incantations sur lui. Alors qu'un cercle magique violet se forme devant elle, il commence à flotter dans les airs, et la légère aura autour de son bras disparaît. Elle dit qu'avec ça, c'est terminé, alors que l'aura se dissipe dans le vent. Le porc se met à sourire et à rougir à cause de son rêve, et ils sont tous gênés en le regardant.
Swan est juste soulagé que ça ait marché, et Gaieté et Aldring réalisent tous les deux qu'elle est utile. Quelque part loin dans la montagne, on voit cette étrange créature démoniaque les regarder tous les trois sur des tablettes. Mais de retour au château, un chariot arrive, et Scully dit que la police militaire est déjà là. Elle se demande ce qui va arriver au port. Il dit qu'ils trouveront bien, que ce soit le renvoyer ou l'envoyer en prison. Elle dit qu'il semble qu'il pensait vraiment être un transcendant, même s'il a été élevé dans une famille prestigieuse. Elle n'arrive pas à croire que son mental soit si faible. Maurice arrive alors en courant, disant qu'il est appelé dans le bureau des officiers, et que lui aussi. Gaieté se demande pourquoi ils sont tous les deux convoqués en même temps, alors ils s'y rendent. Et quand ils arrivent, l'ambiance est très tendue, et ils se demandent ce qui cloche. Jaga explique la situation, disant que les deux transcendants qui viennent d'arriver ont été choisis parce qu'ils ont obtenu leurs armes, que leur personnalité n'était pas complètement développée quand ils ont eu leur poste, que le petit porc était un stagiaire exceptionnel, et que les deux transcendants ressentaient de l'infériorité envers lui. Donc, ignorant la procédure appropriée, ils lui ont ordonné de tirer l'arme dominante, bien qu'il connaissait le danger. Il demande de quoi diable il parle. Jaga continue, disant que c'est regrettable, mais qu'ils sont encore immatures, et qu'en tant que leur aîné, il se sent misérable. C'est de sa faute, et il reconnaîtra sa responsabilité, et disciplinera les deux soldats. Gaieté, cependant, réalise avec tous les nouveaux accessoires qu'il porte, qu'il est tout simplement en train de les sacrifier. Maurice dit qu'il ne ferait jamais ça, mais Maui lui dit de la fermer, en disant qu'on ne lui a jamais donné l'ordre d'ouvrir la bouche. Maui était un géant. Une femme dit qu'elle n'arrive pas à y croire. D'habitude, ils travaillent dur, et elle les voyait d'un bon œil, mais la commandante de compagnie est maintenant déçue par eux. Son nom est Rebecca, et son espèce est Harpéon. Rebecca dit que si l'on fait quelque chose de mal, ils devraient admettre leur faute et supplier, et qu'ils peuvent sûrement faire au moins ça. Elle leur a mieux appris. Maurice s'apprête à dire que ce n'est pas vrai, mais Gaieté dit qu'il est désolé. Maurice est juste en train de s'adapter à l'unité. C'est exact. J'ai donné l'ordre, et j'ai été irréfléchi. Maurice est surpris qu'ils marchent dans leur jeu. Rebecca dit qu'ils devraient simplement l'admettre froidement comme Gaieté, et qu'elle ne les gronde pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Elle les gronde parce qu'ils n'admettent pas leur faute. Quelqu'un d'autre dit que même s'ils ont admis l'acté de leur côté, ils ne peuvent pas laisser passer ça, vu la nature de l'affaire. Rebecca les appelle alors. Rebecca s'approche alors d'eux, disant qu'elle ne laissera pas passer ça, et qu'elle leur fera faire des tours de piste en équipement complet. Mais ils savent aussi bien qu'ils sont des transcendants. Le type dit qu'il est au courant, et elle dit que si un transcendant est blessé, la police militaire ne pourra pas le remplacer. Elle dit qu'elle pensait vraiment qu'il saurait mieux faire, demandant s'il est du commandement de la sécurité de la défense. Il répond que non, et elle dit qu'elle n'allait pas dire ça. Puis elle lui demande de quelle promotion il est à l'académie. Il le lui dit, et elle lui demande s'il veut mourir. Elle dit qu'elle plaisante, et que les supérieurs ne voudraient pas non plus que ça fasse du bruit. Elle lui dit ensuite qu'elle est allée au sauna avec son commandant hier. Il dit qu'il va simplement partir puisqu'elle va administrer la punition en interne et fournir les détails par écrit. Elle répond, bien sûr. Maui dit alors qu'il est content que ça ait été résolu sans trop de problèmes, et que c'est entièrement grâce à l'intervention de la commandante de compagnie. Elle lui demande pourquoi diable il rit, lui disant de venir la voir séparément plus tard. Maui dit oui, et Jaga passe en disant qu'ils ont eu de la chance. On voit leur sanction disciplinaire, c'est juste une semaine à courir 10 tours du terrain d'entraînement en équipement complet. Maurice dit que ça n'a aucun sens, mais Gaieté lui dit que c'est une chose courante, donc de s'y habituer. De retour au groupe de Swan qui s'entraînent, on les voit effectuer toutes sortes de tâches d'entraînement de base. 5 semaines sont passées assez vite. Elle dit qu'elle s'ennuie à force de s'adapter à l'atmosphère, et qu'au moins elle trouve un certain plaisir à cirer ses chaussures. Les deux personnes qui se disputaient le premier jour sont maintenant amies. Elle dit qu'il n'y a qu'une chose à laquelle elle n'a pas pu s'habituer, et c'est cet enfoiré de porc, alors qu'on le voit ronfler. Elle dit que la gentillesse mène au désastre, et qu'elle aurait dû le laisser mourir à ce moment-là. Jaga dit qu'il va afficher les résultats de l'évaluation de mi-parcours pour qu'ils puissent venir les consulter. Quand ils le font, elle est surprise car elle est numéro 1, Xania est numéro 2, mais le porcelet est numéro 3, et il n'a même rien fait. Jaga s'approche pour lui demander s'il est mal à l'aise ou quoi que ce soit, et il se contente de complimenter son armure. Elle réalise instantanément que Jaga a été acheté par le porcelet, et à ce rythme, il va tout faire pour faire de lui un transcendant, et elle ne peut pas laisser faire ça. De retour à la caserne de Gaieté, Maurice dit que ça va être un problème car les fiches de score sont complètement faussées. Gaieté dit que c'est parce que Jaga lui a mis les meilleures notes dans chaque catégorie. Maurice dit que c'est un type qui a déjà échoué à retirer l'arme DECA. Alors pourquoi les notes sont-elles importantes? Gaieté lui dit que les notes sont importantes pour rester dans le noyau central. Comme il a déjà échoué à retirer l'arme, cela signifie qu'il peut au moins travailler dans le noyau central. Maurice dit qu'il détesterait avoir un type comme ça dans leur unité, et que même s'il est envoyé dans le groupe des Aldring, il est impossible que Aldring reste sans rien faire. Mais il demande à Gaieté s'il n'est pas énervé, et Gaieté répond que si l'on n'attend rien, il n'y a pas de quoi être en colère. Maurice dit qu'il est incroyable, mais le comportement de Jaga est si dégoûtant qu'il peut à peine le supporter. À la caserne, le porcelet demande s'il reste de Léo, et Jaga demande qui est de Corvedo.
Xania et Swan se présentent toutes les deux, et il leur dit d'aller chercher Léo. Alors qu'elle emporte la jarre, elle dit qu'elle a mal aux mains, demandant à Xania si elles peuvent échanger, mais elle aperçoit alors un tas de portraits sur le mur. Xania dit que ce sont les héros de guerre du front. Elle voit l'un des types, disant que son visage est terrifiant, qu'il a l'air le plus déglingué parmi les généraux, et que les démons ont probablement fui en le voyant. Puis elle se retourne vers Xania et réalise instantanément son erreur quand celle-ci dit que c'est son père. Elle essaie de se rattraper, disant que son regard est intelligent et qu'il est super beau. Elle ne lui demande pas pourquoi elle est ici si son père est un général 3 étoiles. Elle répond qu'en tant qu'enfant de soldat, il est naturel de dévouer son corps à la patrie. Swan pleure, se disant qu'elle est non seulement avec le fils d'un conglomérat, mais aussi avec quelqu'un dont le père est un véritable général. Et elle n'arrive pas du tout à savoir ce que pense Xania car ses yeux semblent vides de toute pensée. Xania, cependant, n'a en fait aucune pensée. Elle pense juste à des choses au hasard. Elles arrivent finalement au puits, et Xania dit qu'elle est curieuse de savoir quel poste elle a demandé. Swan répond que, naturellement, elle a dit qu'elle tenterait de retirer l'épée, et si elle échoue, elle restera dans le noyau central en demandant à être avec elle. Xania dit qu'elle fera de même, et si ça ne marche pas, elle ira travailler avec son père. Swan dit qu'elle est deuxième, donc elle pensait être la prochaine pour la consultation. Xania dit qu'ils l'ont appelé le porcelet en premier, car il doit y avoir un problème. Swan demande quel genre de problème il pourrait y avoir, alors qu'on le voit debout devant Maui et les autres. Scully dit que, bien qu'il soit vrai qu'on lui ait accordé des droits de sélection intermédiaires, elle ne sait pas s'il devrait faire ça, car c'est différent d'échanger des tailles de vêtements. Une fois tamponné, il ne pourra plus jamais le changer. Et elle pense qu'il aime peut-être simplement cocher toutes les cases possibles quand on lui donne ses papiers. Le porcelet dit qu'il a décidé après mûre réflexion. Jaga dit qu'il est évident qu'il va soit retenter de retirer l'arme, soit postuler pour le service du noyau central avec une spécialité. Et dans tous les cas, ce sera sous les ordres des Aldring, donc il pourra se la couler douce. Le porcelet dit qu'il restera ici dans le noyau central et postulera pour le poste de chevalier. Il est impossible de le faire entrer dans une armure. Maui et les autres sont sans voix, et même Jaga l'est, car il est chevalier, et il commence à réaliser qu'il a fait une erreur. Maui lui dit que c'est un excellent choix, alors que Jaga essaie de lui dire d'attendre. Maui dit qu'il y a souvent des cas où l'espèce et l'aptitude d'une personne sont différentes, et qu'il a fait un excellent choix. Maurice demande à Gaieté ce qui se passe, mais il est surpris de voir qu'il sourit. Auparavant, pendant qu'il courait, ils ont eu une conversation, et Maurice a demandé ce que cela signifiait pour le porcelet d'aller à la 3e caserne. Gaieté dit qu'il le saura s'il continue d'observer et que Jaga a probablement déjà appelé ses parents, acceptant d'autres pots de vin. Et comme il a raconté aux officiers de sa propre bouche qu'il valait au moins une bonne note, il ne peut absolument pas se retirer. Et il n'y a qu'un seul choix à faire pour lui quand son rêve de devenir un transcendant est brisé, et il se tournera vers le seul type qui lui a prêté attention. Et il suffit de lui donner un petit coup de pouce. Et un jour, alors qu'il faisait quelque chose, Gaieté lui dit qu'il a une aura cool et que l'uniforme de chevalier lui irait bien. Maurice dit qu'il n'arrive pas à croire que ça ait réellement fonctionné. Et maintenant, Jaga est dans une mauvaise situation parce que tout son plan est ruiné, mais Gaieté s'y attendait. On a un flashback de quelques minutes plus tôt où Aldrin lit un document, se demandant comment diable ce type est un élève d'honneur. Après avoir regardé Jaga, il a commencé à assembler les pièces du puzzle, et il a réalisé que Jaga allait l'utiliser pour faire tout son travail, et qu'il était foutu. Il va dire à Jaga de ne pas le faire, mais Jaga lui dit d'accepter les résultats sans désobéir aux ordres, et qu'il se fait confiance pour former correctement son subalterne. Aldrin a demandé s'il allait vraiment se le coltiner comme ça, et c'est à ce moment-là, de retour au présent, qu'il parlait de devenir chevalier. Il a été instantanément rempli de bonheur. Et quand Maui a dit que c'était une bonne idée, Aldrin a insisté, disant que Jaga le traitait sans préjugés. Et il a fermement soutenu que les barrières entre les races et les affectations devraient être abolies, et que peut-être les supérieurs appréciaient vraiment sa sincérité. Maui dit que, heureusement, le porcelet n'a pas ignoré cet effort et a accepté. Cela s'est donc transformé en une situation gagnant-gagnant, et à la fin, la sincérité l'emporte. Jaga dit que faire ce genre de choix à la hâte, c'est trop. Aldrin demande pourquoi il change soudainement de ton, disant qu'il n'a sûrement pas accepté de pot de vin ou truqué ses notes, puis lui répète ses propres mots sur le fait d'accepter le résultat sans désobéir. Jaga était furieux de la moquerie, mais il ne pouvait rien dire devant les officiers, et il n'avait aucune idée que l'architecte de toute cette situation était Gaieté. Bien sûr, Gaieté dit qu'il lui reste encore un coup à jouer, et Maurice réalise que le vrai démon dans leur groupe est en fait Gaieté. De retour à l'entraînement, on voit une petite créature ressemblant à un furet guépard appeler quelqu'un alors qu'on voit le groupe de recrues marcher dans les bois la nuit. Deborah a repéré ce qu'elle pensait être un caillou inhabituel, et bien sûr, il ressemble à une mine, mais elle le prend quand même, disant que c'est un souvenir utile. Pendant ce temps, Jaga est sur un chariot pendant que Gaieté marche, disant qu'une fois qu'ils auront passé la crête, ce sera fini, et qu'ils devraient juste fixer les fesses de la personne devant eux et arrêter de penser, sinon leurs jambes lâcheront. Swan dit qu'une fois l'entraînement terminé, elle ne marchera plus jamais. Il continue de chanter et de marcher. Et avec la marche en équipement complet comme exercice final, le programme d'entraînement de base de 6 semaines a pris fin.
Et enfin, le moment était venu pour eux de retirer les armes des ECA. Rebecca dit à tout le monde de saluer le drapeau, et c'est au tour du commandant de bataillon de parler. Maurice demande si c'est vraiment la 3e fois, mais Guettet dit que si l'on inclut toutes les tentatives ratées, ça fait plus de 100 maintenant. Maurice dit que si les écritures sont correctes, cela devrait se terminer proprement au 10e tour. Guettet répond exactement. Le commandant dit que tout le monde a travaillé dur pendant longtemps. Et à partir de cet instant, la fédération va maintenant commencer la cérémonie de retrait pour les recrues. Guettet leur dit alors d'avancer quand leur nom est appelé, et il appelle Xania et Swan à s'avancer, leur demandant de s'échauffer. Elle commence à libérer une aura. Rebecca dit que Xania essaiera en premier, lui disant de la retirer. Xania s'excuse auprès de Swan, disant que celle qui retirera l'arme, ce sera elle, et bien qu'elle ne puisse être retirée par des moyens ordinaires, avec sa seule masse musculaire, les légendes ne signifieront rien. Scully se demande comment diable c'est une femme, car sa masse musculaire et sa taille en font une ogresse. Guettet dit qu'il voit bien qu'elle essaie de l'arracher par la force brute, et Swan est anxieuse, se demandant si sa génétique va la laisser gagner. Elle commence à essayer de faire un soulevé de terre de sumo sur l'arme, et elle sourit largement, disant à son père que le moment est venu. Ça ne bouge pas du tout, et elle demande si quelqu'un a une pelle ou une pioche, et Guettet lui dit de descendre. La suivante est Swan, qui est la première de sa classe depuis les résultats, et les autres élèves ont l'air anxieux. Rebecca dit qu'au nom des écritures, elle lui ordonne de retirer l'arme. Swan la regarde et la grille. Alors que Maurice a l'air anxieux, elle se dit qu'elle va le faire. Mais peu importe ses efforts, elle ne bouge pas du tout, et il réalise que même Swan ne peut pas la retirer, et que c'est peut-être la première fois que les écritures se trompent. Elle se dit qu'elle a peut-être mal calculé, et qu'elle n'est plus aussi vive qu'avant, mais abandonner est facile. Mais alors qu'elle essaie de lâcher, elle ne peut pas, et elle se demande ce qui ne va pas avant que l'arme ne commence à libérer une violente aura rouge. Elle regarde autour d'elle, confuse, tandis que tout le monde se demande pourquoi elle reste là, immobile. Guettet et Maurice réalisent qu'elle a rencontré l'esprit du nuage écarlate. Il la qualifie de trouble, disant que contrairement à son précédent maître, elle n'a aucune once d'ambition. Malgré son intelligence et ses grandes capacités, elle n'a fait que lire des romans cochons et a passé sa semaine à boire tout le temps. L'esprit continue de parler de son passé, et elle demande pourquoi il remue tout ça, car elle n'avait même pas 100 ans à l'époque, et demande si elle est vraiment si inapte. Mais l'esprit dit qu'il lui accordera la rosée d'un noir d'encre. Elle est bien plus à son goût que ce porcelet puant ou cette folle musclée, et que l'arme a la propriété de corrompre son utilisateur. Mais pour quelqu'un comme elle, dont la plus grande joie est de rester à la maison à lire des romans érotiques génériques et produits en série, cela signifie qu'il peut lui faire confiance, et qu'à partir de cet instant, elle lui appartient. Elle dit qu'elle est heureuse que l'esprit lui fasse confiance, mais que le roman n'est pas une cochonnerie produite en série, et que c'est de l'art pur pour elle, tout en l'arrachant. Tout le monde la regarde, se demandant de quoi elle parle avant qu'elle ne reprenne ses esprits. Revenue à la réalité, tout le monde se met à applaudir. Il s'avère que, parce que son ambition était faible comparée à son talent, elle a pu tirer l'arme, ce qui fait d'elle une transcendante désormais. Cependant, l'apparition de la première transcendante a rendu beaucoup de femmes jalouses qu'elle ait réussi. On voit deux femmes qui semblent très agacées par toute la situation, observant sur le côté, et Xania verse même une larme en la félicitant. Mais soudain, quelque chose se déclenche, et elle le sent alors qu'elle perçoit une présence très sinistre au loin. Elle s'apprête à utiliser sa capacité dessus. Et lorsqu'elle le fait, ce qu'elle aperçoit, c'est le démon de tout à l'heure et un tas d'autres avec lui.